Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être devant un public aussi nombreux intéressés par les sujets qui nous réunissent aujourd'hui. Donc, je suis Mehdi Berrada, économiste de la santé, et je travaille entre autres sur les liens entre isolement social, solitude et plus généralement comment les liens sociaux agissent sur les maladies neurodégénératives, dont Alzheimer. Je travaille également sur l'accès aux soins et aux services importants pour les personnes en perte d'autonomie. Donc notre deuxième session de ce colloque, ça va être intitulée « Aller vers », quand le lien précède le soin. Ça fait écho à ce que j'ai entendu ce matin sur au commencement était le lien. Moi, ça me fait penser à souvent cette citation de Rudolf Virchow, qui est un médecin du 19e siècle et microbiologiste, qui disait d'une façon un peu provocante que la médecine est une science sociale, là où on se demandait si c'était une science exacte ou pas, etc. Donc il disait d'une façon provocatrice et péremptoire que c'est une science sociale. Donc ça montre encore aujourd'hui la tension qu'il peut y avoir entre la dimension biomédicale du soin et sa pratique sociale. Donc je constate pour ma part dans mes travaux le rôle crucial que jouent les liens sociaux sur la santé, et à travers en général deux formes, comme ce qu'on a vu ce matin, donc les effets des liens sociaux, enfin, où les liens sociaux agissent directement sur la santé mentale et sur le bien-être, donc qui est protecteur d'autres maladies, et agit également comme médiation. Et donc ce sera le propos qui va concerner cette deuxième session. Quand on dit liens sociaux, évidemment, on a vu le lien entre patients, le lien entre patients et soignants, le lien entre patients et l'institution. Donc il y a des enjeux de rapport d'autorité, des enjeux de discrimination. Et donc là, je vais laisser du coup la parole à Muriel Connor, qui est coordinatrice du pôle Empowerment et Médiation en santé, la CASE, et à Jonathan Lutil-Chevalier, coordinateur du projet Les Livreurs de Bordeaux. Donc ils vont nous parler du coup des médiateurs en santé, donc qui jouent ce rôle de renforcement de liens entre patients et structures de santé entre autres. Et donc pour le projet des maisons des livreurs, qui est un projet également qui permet de créer du lien entre des livreurs avec des enjeux dans un secteur donc de livraison qui cumule à la fois la précarité, le statut administratif étranger, etc., et d'atomisation du marché du travail. Donc je vous laisse la parole. Donc voilà, donc je travaille pour la CASE, je vous ai mis là, mais on va passer vite, vous pourrez aller sur leur site. Donc moi je suis au pôle Empowerment et Médiation en santé, qui est en fait un pôle ressources territoriales qui a pour objectif d'accompagner et de soutenir le déploiement de la médiation en santé par les pairs. Donc on travaille dans une dynamique participative et ça associe à peu près 35-40 structures sur le département et progressivement un peu au-delà. Donc nos actions, ça vous permet, en fait, je présente ça rapidement, c'est pas pour faire de la pub pour la CASE, mais je me dis que si vous savez d'où je parle, ça vous permettra de mieux comprendre pourquoi je dis ce que je dis. Donc en fait, on propose des actions d'accompagnement des médiateurs en santé pair et des structures qui les emploient. Donc ça rejoint les recommandations, les préconisations dont parlait Stéphanie juste avant. On a aussi du coup des actions de formation avec un DU. Ils sont en cours en ce moment, là, bâtiment ED, pour des médiateurs en santé pair. Et puis on a une formation pour les équipes aussi, sur laquelle l'intégration d'un médiateur en santé pair dans son équipe. Puis on travaille aussi sur des actions d'information, sensibilisation. On fait pas mal de plaidoyer avec le collectif national de CPMS dont vous a parlé Stéphanie. Donc je ne m'étendrai pas dessus. Alors médiation en santé, je vous remets juste la définition, mais Stéphanie a tout présenté tout à l'heure, donc je ne vous réexplique pas ce que c'est que la médiation en santé. Je vais vous parler un peu plus de pairs aidance, parce que les médiateurs en santé pairs sont du coup des personnes qui occupent le métier de médiateur en santé, parce qu'ils sont pairs du public qui les accompagne.
Et donc, ils allient les outils de la paire aidance, enfin, ils utilisent les outils de la paire aidance dans leur métier de médiateur en santé. Donc, la paire aidance, ça, c'est la définition de la HAS, c'est un ensemble de pratiques qui s'appuie sur ce qu'on appelle le savoir expérientiel. Le savoir expérientiel, c'est le savoir qu'on a pu élaborer à partir d'expériences vécues. Donc, on a tous du savoir expérientiel. Quand on met sa main dans l'eau chaude, ça, c'est l'expérience vécue. On se brûle, on en retire un savoir qui est qu'on ne met pas sa main dans l'eau chaude, c'est une mauvaise idée. Et c'est ce qu'on appelle le savoir expérientiel. Et celui-là, on peut le mobiliser, on peut l'utiliser. On peut dire à ses enfants, ne mettez pas vos mains dans l'eau chaude, ça brûle. Et les enfants peuvent choisir de nous écouter ou pas. Mais voilà, nous, on peut utiliser du coup le savoir issu de l'expérience dans notre vie quotidienne. Et les pères aidants, ils ont acquis un savoir expérientiel qui est appelé par certains chercheurs rare, parce qu'il est peu disponible dans la société. C'est-à-dire que globalement, on sait tous qu'il ne faut pas mettre sa main dans l'eau bouillante parce que ça brûle. En revanche, vivre dans des situations de précarité, être concerné par l'addiction, par la prostitution, par la migration, c'est un savoir qui est peu disponible dans la société générale. Et c'est ce savoir expérientiel-là que les pères aidants mobilisent pour accompagner leurs pairs. Quand ils sont médiateurs en santé pairs, ils sont du coup médiateurs en santé, donc professionnels dans une équipe, et pairs du public qu'ils accompagnent. Donc ils ont un pied de chaque côté. Donc le terme de médiation, on l'entend souvent comme une forme d'impartialité. Les médiateurs des droits, etc., on compte sur eux, sur leur neutralité, sur l'impartialité, pour qu'ils ne prennent pas parti plus pour un côté que pour l'autre. Dans le cas des médiateurs en santé paire, on va plutôt parler de multipartialité. C'est parce qu'ils connaissent bien les deux côtés qu'ils sont capables de faire ce pont. C'est pas une neutralité dans le sens d'indifférence aux deux parties, c'est vraiment cette connaissance fine des réalités de vie du public accompagné dont ils sont issus, et du fonctionnement des équipes dans lesquelles ils travaillent. Et c'est ça qui leur permet de faire ce pont. Donc voilà, donc le fait d'être issu du public accompagné, ça permet aux médiateurs en santé paire de comprendre les expériences de vie, de comprendre les trajectoires de santé, de comprendre un rapport au système de santé qui a souvent été marqué par la vulnérabilité, la stigmatisation ou l'éloignement. Il y a des chercheurs aussi qui appellent ça le savoir-y-faire avec la domination. Donc ils ont cette compréhension de ce qui peut se jouer en termes d'auto-stigmatisation aussi, de perte d'espoir, de renoncement. Et ils partagent des codes, un langage commun. Moi, si vous me prenez, que vous me mettez au milieu d'usagers de drogue, je ne vais jamais passer pour un des leurs. Je ne vais pas comprendre les non-dits, je ne vais pas comprendre les implicites. Les médiateurs en santé paire, ils comprennent tous ces éléments-là. Au CARUT de la case, le médiateur en santé paire, par exemple, il détecte un quart d'heure avant tout le reste de l'équipe, qui sont pourtant des professionnels qui travaillent ce public depuis longtemps, quand il y a des tensions et que ça risque de dégénérer en violence. Parce qu'il a vécu ce que vivent les personnes, et donc il a cette compréhension fine des codes. Comme ils sont aussi des professionnels du système de santé, exerçant dans le système de santé, ils ont aussi une connaissance pratique et une connaissance de l'intérieur, des cadres institutionnels, des normes organisationnelles, des contraintes qui pèsent sur les professionnels, des codes et du langage, de la culture professionnelle. On oublie à quel point on jargonne quand on est entre nous. J'ai un beau-frère qui a rejoint le secteur social il n'y a pas longtemps. On a parlé 2 minutes, on avait casé les termes AVDL, CHRS, IML, SIAO. Ma belle famille à côté de moi, ils étaient en mode mais en fait vous parlez un langage codé, vous dites que vous bossez dans le social, mais en fait finalement vous êtes agent secret peut-être. Et donc en fait les MSP, ils ont aussi du coup cette compréhension-là du vocabulaire, des codes. Et donc c'est ce qui permet qu'ils interviennent, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, aussi bien auprès de leurs pairs que de leurs collègues. Ils facilitent la compréhension réciproque. Leur présence aussi permet d'illustrer, de rendre concret pour les personnes accompagnées l'importance que la structure accorde à la place et à la parole des personnes concernées. Vous arrivez dans un établissement qui a embauché dans l'équipe et qui paye quelqu'un qui est comme vous ou qui a été comme vous, eh ben vous vous dites waouh, ma parole en fait elle a de l'importance, et ça permet de renforcer la confiance entre le public et la structure dans son ensemble.
Et puis les médiateurs en santé père sont aussi des porteurs d'espoir parce qu'ils montrent qu'on peut se rétablir, qu'on peut sortir d'une situation dans laquelle on peut se sentir prisonnier. Et donc c'est aussi vraiment, ça c'est très fort, cette notion d'espoir. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez flasher le QR code. Là, vous avez plein des articles scientifiques, des guides, des recommandations HAS, etc. Et je ne vais pas parler plus longtemps pour pas qu'on prenne encore plus de retard. Voilà.